Bonjour à tous, mon nom est Martin Ouellette et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Cette semaine, on va prendre des nouvelles de la baie des Chaleurs et de la région de Montmagny et on va également vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire de l'émission cette semaine, à Plessisville, l'accessibilité aux services de santé est au cœur de la campagne à la mairie. On fait le tour des actualités dans la baie des Chaleurs et dans la région de Montmagny. À Amqui, c'est la nuit des sans-abri. À Sainte-Anne-des-Monts, une rare cérémonie de citoyenneté canadienne haute en couleurs. À Montjoly, la Maison des Jeunes souligne son 45e anniversaire. À la Visitation de l'île du Pas, un four communautaire et des formations pour les citoyens. À Chandler, le club de course Les Pas d'allure dépasse ses objectifs. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Shawinigan, plus précisément au congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, congrès auquel participaient 24 stations de télévision communautaires et auquel participait également Chantal Bédard de C'est sur.tv et elle nous a préparé un reportage. C'est en plein cœur de la Mauricie, dans la magnifique ville de Shawinigan, que se déroule le congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Des télés des quatre coins de la province étaient présents pour discuter de l'avenir des médias. C'est sur la télé était présent. C'est un colloque important aujourd'hui avec la Fédération des télévisions autonomes du Québec. Qu'est-ce qu'on retient jusqu'à date? Bien, ce qui est intéressant, c'est de voir la participation. Je pense 24 membres sur 42 qui sont présents cette fin de semaine ici à Shawinigan. C'est vraiment un très bon taux de participation. Qui donne beaucoup de matière à penser puis à réfléchir, puis des pistes de solutions surtout, là. Remue-ménage de retour à ma station, là. Un colloque très exhaustif, beaucoup de présence. Parlez-moi un peu des objectifs de l'événement. C'était surtout de se rassembler puis de pouvoir partager ensemble qu'est-ce qui se fait chez les autres. On n'a pas l'occasion de se voir souvent puis de vraiment parler de comment on travaille chacun de notre côté tout seul. Donc, le congrès, c'est ça. C'est vraiment l'occasion des gens de partager, de découvrir des bonnes pratiques, peut-être d'amener des idées chez eux. Donc, c'est ça. Puis évidemment, on vient ici aussi pour se former. C'est pour ça qu'on soit des conférenciers qui nous en apprennent sur différents sujets pour peut-être nous ouvrir l'esprit puis peut-être allumer des petites lumières chez les gens. Qu'est-ce qu'on retient jusqu'à date? Qu'on est une monzeuse de belle gang, puis qu'on mérite d'être connu encore plus. On se questionne, puis on a des réponses entre nous autres, on s'échange des questions. Une assemblée générale aussi des membres avec la présentation de ce qui s'est passé l'année passée, mais ce qui s'en vient en 2026. Parlez-moi un peu des objectifs qu'on a présentés à l'Assemblée générale. Oui, bien, dans les dernières années, on a fait un gros travail de représentation pour se faire reconnaître, surtout au niveau fédéral, dans les différents programmes qui ont été mis en place dans les dernières années. Le travail n'est pas terminé. On va focusser là-dessus, surtout au début de cette année. Après ça, évidemment, c'est pas nous qui gérons, évidemment, l'agenda politique fédéral ou provincial, mais il va y avoir des élections provinciales. Donc, on va certainement en profiter pour faire valoir l'importance de la télévision communautaire au Québec, puis aller chercher des engagements, peut-être, des différents partis politiques avant les élections, justement. Lorsqu'on se rencontre comme ça, c'est que tout le monde est favorable, tout le monde est content de se voir, puis tout le monde s'inspire entre nous. Les enjeux qu'on connaît de notre côté, dans notre région, on se pense un peu seul au monde. Bien, on se rend compte assez rapidement que c'est assez universel dans différentes régions du Québec.
Comment bien se positionner quand tu es justement un média communautaire, un organisme communautaire général, comment aller chercher des nouveaux auditeurs, comment bien vendre ton produit pour convaincre les gens que c'est important puis que c'est utile pour eux. Donc, c'était vraiment super intéressant. Et pour aider les médias locaux à se démarquer dans le paysage médiatique du Québec. Merci infiniment. Ça fait plaisir. À Plessisville, le thème de la santé et de la présence d'un CLSC sur le territoire de la municipalité s'impose à l'occasion d'un débat à la mairie et Jacob Kenville de la télévision de l'Érable y était. Le 23 octobre dernier avait lieu le débat des candidats à la mairie Plessisville. Ce panel était une initiative de Maire au front Arthabasca-Érable en collaboration avec la Maison des familles de l'Érable. M. Marc Gendron et M. Marc Morin ont tous les deux eu la chance de discuter de plusieurs enjeux chauds à Plessisville, en commençant par l'accessibilité aux services de santé. Allons les entendre à ce sujet. Absolument. Il faut absolument que le CLSC s'installe à Plessisville. Il faut qu'on revienne avec ce qu'on avait au niveau du service de proximité avec les citoyens. Présentement, il manque plusieurs médecins dans la région. Il faut mettre la pression sur le gouvernement provincial pour être capable de nous ramener cette entité-là à Plessisville. Puis, parallèlement à ça, quand on parle de travailleurs de rang, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'agriculteurs à Plessisville qui ont des difficultés financières, des difficultés de santé, des difficultés de travailleurs aussi. Ça n'aide pas à leur santé physique et mentale. Donc, ça prend des gens qui supportent ces gens-là. L'UPA supporte les travailleurs de rue. L'UPA pousse pour que ces gens-là restent, mais la Ville doit aussi rester imposante dans cette décision-là de garder les travailleurs de rue et d'autant plus de garder, de ramener des médecins dans la région. C'est près de 7 médecins qui manquent rapidement. On doit avoir des énergies mises dans cette situation-là. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de médecin de famille au Québec, mais il y en a plusieurs à Plessisville. On doit avoir ce service de proximité-là le plus rapidement possible qui nous revient dans la région. Merci. J'en suis un orphelin de médecin. Je suis diabétique, je fais de la haute pression, puis ma glande thyroïde, elle a sacré le camp il y a plusieurs années. Fait que je suis médicamenté. Quand j'avais un médecin de famille, j'étais aussi suivi par une infirmière à la GMF. J'avais un service impeccable. Quand j'ai perdu mon médecin, j'ai perdu mon infirmière également, ce que j'ai trouvé illogique. Je suis d'accord avec Marc. Le service qu'on avait avant au CLSC, c'est un service qu'on a besoin. Présentement, on a des super infirmières qui peuvent nous accueillir, mais on me disait qu'au début, il allait répondre à la liste des gens qui étaient sur une liste d'attente pour rencontrer un médecin. Quand tu ne vas pas bien, tu as besoin d'un médecin là. Pas dans 3 semaines, pas dans 6 mois. Quand on a besoin d'un médecin, mon épouse et moi, on est tous les deux sur nos cellulaires, puis on appelle à tour de bras à partir de 7 heures le matin, clic, 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 en espérant avoir un rendez-vous. Puis on ne va pas chez le médecin pour le fun maintenant, on y va parce qu'on a vraiment besoin. Fait que la santé de proximité, c'est drôlement important, mais la santé, c'est beaucoup plus que ça aussi. La santé, c'est d'avoir une ville active, avoir des parcs où on puisse aller, avoir un parc sportif développé. C'est d'encourager les gens à bouger. Je vais à la FADOC une fois de temps en temps, puis ça joue au baseball push, ça joue à toutes sortes de jeux. C'est merveilleux. Ils ont même des activités physiques. Aujourd'hui, je suis allé à Providence, je suis arrivé en plein cours d'éducation physique. Merveilleux. C'est ça que ça nous prend. La marche, là, c'est le fun de voir les gens marcher. C'est le fun de voir des gens faire du vélo. Je suis bénévole chez Giguère Vélo pour donner des 2e, 3e et 4e vies à des vélos. C'est le fun de voir les enfants partir en vélo avec leurs parents. C'est ça que ça prend.
mais un CLSC comme on avait avant, pour moi, c'est indispensable. M. Gendron se montre catégorique. Selon lui, le CLSC devrait absolument revenir à ce qu'il était. Il estime que la priorité demeure d'attirer davantage de médecins dans la municipalité. De son côté, M. Morin appuie cette position. Il souligne même que lorsqu'une personne a besoin d'un médecin, ce n'est pas dans 6 mois, mais bien immédiatement. La santé de proximité constitue pour lui un enjeu essentiel. On vous rappelle qu'il est possible de visionner l'intégralité de la rencontre sur notre site internet au tvci.org ou sur notre page YouTube. D'ici là, n'oubliez pas d'exercer votre droit le 2 novembre prochain en allant voter. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était Jacob Kenville à la TVCI. Je m'entretiens maintenant avec Jean Carbonneau de CEMA TV dans le secteur de Montmagny, ainsi qu'avec Simon Thériault de Télévague dans la baie des Chaleurs. Messieurs, bonjour. Bonjour, Martin. Salut, Martin. Bonjour. Simon Thériault, on va commencer avec vous. Vous voulez nous parler d'une pièce de théâtre qui nous questionne quant à notre relation avec la science. Oui, c'est ça. C'est la pièce, on dit une pièce, mais c'est aussi sous forme de conférence interactive. C'est Les Poissons rouges. C'est de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. Puis présentement, ils sont dans leur grande tournée gaspésienne. Les âges, je te dirais que c'est pour les plus grands, les 15 ans et plus, puis leurs parents. Mais qu'est-ce que c'est comme qu'est-ce que c'est comme pièce interactive, justement? Parlez-moi de ça. Comme pièce interactive, je te dirais que ça questionne vraiment sur les rapports de la science à l'ère du scientifique. Rapport à la science à l'ère du numérique. C'est un concept, c'est vraiment un mélange d'art et de science. Puis la troupe est composée de 2 comédiens. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un communicateur scientifique. Donc, une fois que les comédiens ont terminé la pièce, là, on passe vraiment à la partie interactive avec le communicateur scientifique. Puis, ce qui est plaisant, c'est que le communicateur scientifique, c'est une personne de la région qui est engagée. Il s'appelle Olivier Maton, puis lui, il est originaire de Maria. Puis il a reçu le mandat justement de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec pour être en charge de la tournée gaspésienne. Comment se déroule l'interaction, là? L'interaction, c'est que je te dirais, ce qui est vraiment important pour eux, c'est le gros message de la pièce, c'est qu'il existe des vérités, mais que c'est soit une vérité scientifique ou religieuse, une croyance. Donc, on a tendance souvent à mélanger les deux. La croyance, une personne dit telle chose, c'est la vérité. Mais la science, c'est pas ça. La vérité scientifique, c'est vraiment basé sur des expériences, des faits, qui peut être répétés à volonté dans des conditions contrôlées. Donc, ce qui fait que ça donne plus une conclusion valable. Je peux te donner un exemple que j'ai vraiment aimé dans la pièce. Je vais l'appeler l'exemple gaspésien. C'est que les 2 personnages, à un moment donné, ils parlent du grand-père de la fille. Puis, c'est l'exemple des fruits de mer. Si on boit du lait avec des fruits de mer, on risque de tomber malade, ce qui est une vieille croyance d'aînés. Puis, moi, c'est drôle parce que je l'avais déjà entendu, celle-là. Ouais. J'avais déjà bu du lait avec des fruits, en mangeant du homard. Puis, ça avait tombé que je n'avais pas filé le soir. Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, Colin... Vous aviez une croyance. Moi, je le disais à mes enfants. Oui, c'était une croyance, mais je le disais à mes enfants en plus. Buvez pas de lait en mangeant des fruits de mer, vous allez être malade. Mais c'est ça. Mais eux autres, dans la pièce, ils démontrent que lui a pris 7 autres personnes de sa parenté. Puis au final, les 7, aucune personne a été malade. Mais si la science pousserait ça encore plus loin, on dit fruits de mer, mais là, on dit peut-être faire un essai avec juste du crabe, juste du homard. Fait que c'est un peu ça l'exemple, là. C'était vraiment spécial comme pièce, là, tout le côté scientifique et croyance. Vous me dites, cette pièce qui s'appelle Le Poisson rouge là, est actuellement en tournée. Est-ce qu'on a une idée d'où la pièce va s'arrêter dans le courant des prochaines semaines? Oui, ils sont allés. Eux, ils ont commencé, ils sont allés à Gaspé. Ensuite, ils allaient dans la MRC Rocher-Percé, ils allaient jouer, je crois, à Lens à Beaufils. Puis après ça, ils revenaient Carleton, puis ils repartaient dans le Bas-Saint-Laurent avec un nouveau communicateur scientifique là, qui était engagé pour faire la tournée dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, avis à tous, surveillez à l'affiche la pièce Le Poisson rouge. On parle maintenant d'une initiative de la Chambre de commerce de la baie des Chaleurs qui veut soutenir l'achat local à la veille du temps des fêtes. Oui, c'est ça. C'est une campagne pour musser l'achat local. Ils appellent ça la carte Hello. La carte Hello, c'est quoi? C'est une carte prépayée rechargeable. C'est simple d'utilisation, puis c'est surtout local. Fait que ça permet vraiment de soutenir les commerces dans la baie des Chaleurs. Comment se procurer la carte, j'imagine on voit ça, là. Ça t'intrigue? C'est une carte de crédit?
C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, c'est ça. C'est une genre de carte de crédit Visa que les gens ils peuvent se procurer sur le site web de la Chambre de commerce. Ça emmène directement au lien pour la carte Hello. Puis c'est possible, quelqu'un peut l'acheter comme un particulier peut l'acheter pour lui, ou des commerces, des entreprises peuvent donner des bons d'achat, des bons cadeaux à leurs employés qui se procurent cette carte-là. Il n'a pas le choix, il faut quand même avoir la version plastique. Il faut qu'ils commandent la petite version plastique pour l'utiliser. Mais supposément que pour les commerces, c'est super simple. Là. Ils passent la carte, puis les achats se font super bien. Donc, on achète, on dépose un montant. Oui, Jean Carbonneau, je vous écoute là-dessus. Oui, bien en fait, pour enchérir, c'est un peu la même chose dans la MRC de Kamouraska, où depuis quelques années, eux autres émettent des chèques cadeaux, en fait. Et c'est vendu par la MRC, mais c'est distribué pour l'achat local, effectivement. Et ça se fait normalement dans le temps de la période pré-Noël, pré-fête, là, si on veut. Et il y a beaucoup d'entreprises, entre autres, qui vont donner ces chèques cadeaux-là à leurs employés comme cadeau. Alors, ça permet une économie circulaire, ce qui fait que l'argent reste dans la région dans ce temps-là. Oui, Simon, on comprend bien que tous les membres de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs acceptent le paiement par carte Hello. Oui, c'est ça. Ils ont des membres, puis ils ont quand même plusieurs commerces. Là. Ils ont en haut d'une 50aine de commerces. Fait que c'est quand même vraiment bon là, pour la MRC Bonaventure. La Baie-des-Chaleurs en large, là, c'est très bon. Là. C'est une belle campagne, c'est bien amorcé. Là. Alors, soutenons l'économie locale. On voit ça un peu partout dans nos régions. Je vais maintenant aller voir Jean Carbonneau. Jean Carbonneau, bonjour. J'apprends que dans le nouveau quartier résidentiel des Écoliers à Montmagny, on va honorer une enseignante. Oui, effectivement. Il s'agit de sœur Rachel Deschênes, qui est décédée depuis quelques années maintenant. C'était une des dernières religieuses, sinon la dernière qui a été domiciliée à Montmagny même. Elle faisait partie de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame. Et ce sont des religieuses qui étaient... passaient leur vie à enseigner, en fait. Et elle, c'était une religieuse qui était très appréciée dans la région même de Montmagny. Et puis, étant donné que le secteur où cette rue a été érigée, si on veut, c'est dans le secteur, justement, de l'école Saint-Pédis, une école élémentaire, dans un secteur où il y a beaucoup de constructions neuves. Alors, il y a eu un développement résidentiel dans ce secteur-là. Et il y a eu consultation, effectivement, auprès de la population, et le comité... Le comité qui s'occupait du nom des rues, en fait, a choisi ce nom-là, qui est le nom de la sœur Rachel Deschênes, comme on peut voir probablement sur la photo. Donc, on aura maintenant la rue Rachel Deschênes sur un nouveau quartier résidentiel. Et ça me questionne un peu. Est-ce qu'il y a beaucoup de construction actuellement à Montmagny? On parle quand même un nouveau quartier résidentiel. C'est important pour une municipalité. Alors, effectivement, depuis quelques années, il y a beaucoup d'investissements et de constructions nouvelles, autant des multilogements comme dans ce secteur-là, en fait, le secteur des écoliers, c'est un secteur qui est relativement jeune. Alors, la rue actuellement s'est intégrée, si on veut, au quartier qui était en développement ou qui est encore en développement. Voyons maintenant, si vous voulez bien, du côté du parc éolien. Là, on a un nouveau parc résidentiel à Montmagny, bravo. Mais également, oui, c'est ça, on a appris également que le Bureau d'audience publique sur l'environnement avait déposé son rapport en ce qui a trait à l'implantation de parcs éoliens dans la MRC de Montmagny. Pouvez-vous nous en dire plus long? C'est un projet qui est en préparation depuis quelques années déjà et qui est chapeauté par la compagnie Kruger qui va installer des éoliennes dans le secteur de Montmagny-Sud. Alors nous sommes au littoral, ici sur le bord du fleuve, et la MRC de Montmagny s'installe, si on veut, jusqu'à la limite de la frontière américaine. On parle de 2 parcs éoliens qui seraient implantés dans votre région. Effectivement. Donc, il y a le parc qui est dans le secteur de Saint-Paul-de-Montmagny, qui est un village qui est environ à une 40aine de kilomètres au sud de la ville de Montmagny. Et puis, un petit peu plus à l'est, ce qu'on appelle la forêt domaniale des Appalaches. Alors, il y a un autre parc qui va normalement s'installer à cet endroit. Le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, devait tenir des audiences publiques. Elles ont été tenues l'été dernier, donc en juin et en juillet 2025. Et le rapport a été
justement déposé par la commission du BAP, a été déposé au bureau du ministre Bernard Drainville la semaine dernière. Et dans les recommandations de ce rapport, on demande, autrement dit, à Kruger et aux autres intervenants de refaire leur devoir un peu, étant donné qu'il y avait des préoccupations au niveau environnemental, au niveau du bruit, etc., etc. J'ai deux questions pour terminer là-dessus. J'aimerais savoir, est-ce qu'on a une idée du nombre total d'éoliennes qui seraient implantées dans ces deux parcs? Et quelle est la réaction du ministère de l'Environnement suite au dépôt de ce rapport? Ben, pour le ministère, c'est encore très récent, alors c'est sûr qu'eux autres vont probablement l'analyser, puis il y aura une suite à ça qui est attendue dans les prochains mois, nécessairement. Donc, on parle de 28 éoliennes pour le parc de Saint-Paul de Montmagny. Ça équivaut, si on y va avec les chiffres, là, 7 MW sur 196 MW au total, 552 millions de dollars d'investissement. Quand même. Puis le parc de la forêt domaniale des Appalaches devrait, elle, compter 30 éoliennes pour 6 MW, ce qui totalise 180 MW pour 607 millions de dollars. Alors, ce sont des investissements très importants dans une région qui est je ne peux pas dire défavorisée, mais dont l'économie est très n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Nécessairement, les régions sont pas dévalorisées, mais beaucoup moins de population vieillissante. Alors, ce sont des investissements qui sont très bien très bienvenus. Parce qu'on parle de près d'1 milliard là, comme tel pour deux... Parce qu'il y aura quand même des redevances qui vont être redonnées aux municipalités concernées dans les dizaines de prochaines années, là, justement, ce qui va apporter quand même beaucoup d'argent là, aux municipalités puis aux régions. Alors, on confirme que, donc, on attend des réponses du ministère de l'Environnement. Il y a eu, au moins, je sais là qu'il y a d'autres régions au Québec qui ont également des projets d'implantation de parcs éoliens pour lesquels le BAP a déposé ses rapports. La question, c'est de savoir, est-ce que le ministre de l'Environnement, puis est-ce qu'on va aller de l'avant avant les prochaines élections provinciales, qui sont maintenant dans 11 mois, là, ou 1 an au maximum, là, oui? Alors, c'est à suivre. Oui, vous avez bien raison. Parlons maintenant des élections municipales. Je vais rejoindre tout de suite Simon Thériault. Simon, j'aimerais savoir, dans votre région, on parle de la baie des Chaleurs. Quelles sont les luttes là, à surveiller pour les différents postes à la mairie? OK. Bien, les luttes à surveiller, je te dirais qu'il y aurait vraiment deux villes. Le plus près d'ici de Saint-Godefroy, c'est la ville de Passepébiac, où il y a 3 candidats là, qui se battent pour avoir le poste. Oui, c'est quand même impressionnant. Puis aussi, c'est des candidats de choix aussi. On a Sandra Langlois, qui est conseillère depuis 4 ans déjà. C'est une enseignante à l'école d'Assources de Passepébiac, qui est l'école primaire de Passepébiac. Puis on a Jérémy Laplante. Jérémy Laplante, c'est un peu le jeune loup de 23 ans. Lui, il est conseiller depuis 2 ans. Puis il a étudié en affaires publiques puis en relations internationales à l'Université de Laval. Puis lui, il se voit vraiment comme le nouveau maire de Passepébiac. Donc, c'est assez intéressant. Puis comme 3e candidat, on a Louis Breton. Louis Breton, il n'est pas beaucoup connu à Passepébiac. Ça fait pas longtemps qu'il est là, mais c'est quand même un ancien directeur général de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage puis de la ville de Lillet. Fait que, il y aurait quand même les connaissances puis le savoir pour pouvoir être un nouveau maire de la ville de Passepébiac aussi. Effectivement, 3 candidatures intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres luttes à surveiller dans la région? Oui, on aurait la ville de Chandler. C'est quand même intéressant aussi parce que la ville de Chandler, depuis plusieurs années, il y a eu beaucoup de chicanes et de chamailleries dans les derniers conseils. Puis le maire qui a été élu depuis les 4 dernières années, Gilles Darèche, il se représente. Puis c'est un peu lui là, qui a fait le ménage, qui a ramené la paix au conseil de la ville de Chandler. Donc, c'est surprenant qu'une personne décide de se présenter contre lui. Mais on a, dans l'autre coin, Dominique Giroux, qui est présentement coordonnatrice à la base plein air de Bellefeuille, qui va tenter sa chance là, de prendre la place du maire présentement, Gilles Darèche. Alors, 2 belles luttes à surveiller. Oui? Deux belles luttes. Puis ce qu'on a vu de ces deux villes-là, pour le vote par anticipation, c'est que les gens se sont quand même précipités pour aller voter déjà. De ce que j'ai su à Passepébiac, des personnes y allaient, il y avait trop de monde, ils sortaient, ils allaient plus tard. Donc, il y a un bon pourcentage de gens qui ont déjà voté. Donc, il y a quand même un engouement à ce niveau-là. Ça se parle beaucoup dans les chaumières.
Bon, allons voir maintenant du côté de la région de Montmagny avec Jean Carbonneau. Jean, quelles sont les luttes à surveiller de votre côté pour les élections municipales? Bien, tout d'abord, j'aimerais peut-être mentionner pour poursuivre sur ce que Simon vient de nous dire. Oui. En fait, ici à Montmagny, bien, l'élection, Montmagny-Ville, j'entends, l'élection de dimanche dernier, 21% de personnes qui se sont déplacées pour aller voter. C'est excellent, puisque les 4 ans, lors des dernières élections, je crois, de mémoire, c'était 16% le taux de participation sur l'élection. Donc, il y a de l'engouement par chez vous aussi. Oui, même chose aussi. Bien, il faut dire qu'il y a quand même, à Montmagny même, 20 candidatures pour le poste de la mairie et les postes de conseillers municipaux également. Alors, il faut dire, première des choses, c'est que le maire sortant, M. Marc Lorrain, ne se représentait pas aux élections municipales, ce qui fait que la chaise tombe vide nécessairement la semaine prochaine. Mais par contre, on a quand même 3 candidatures. La première qui est par ordre alphabétique, elle s'appelle Gabrielle Brisebois. Elle était déjà conseillère ici à Montmagny dans le district 6. Et puis, elle se présente comme poste de mairesse également. Nous avons M. Pierre Bouffard, qui est un restaurateur de Montmagny, ainsi que M. Michel Mercier, qui est un entrepreneur de Montmagny qui possède quelques commerces là, au niveau de Jean, rénovation. Si vous me permettez, Jean, est-ce que ces candidats se présentent avec des équipes? Pas officiellement. Il y a peut-être des gens, mais il n'y a pas vraiment d'équipe en tant que telle, en fait. Aussi, une particularité dans votre région, c'est que le poste de préfet est élu au suffrage universel. C'est pas partout, ça, au Québec, où on... il y a quand même, en fait, je vous écoute, Martin, oui. 18 places, 18 pas municipalités, mais 18 MRC. Oui, c'est ça, 18 oui, MRC. Je suis très surpris de le constater moi-même. Puis, si on regarde dans la région, les préfectures qui sont élues au suffrage universel, bien, au Bas-Saint-Laurent, on retrouve les Basques, le Kamouraska également, qui est la plus proche de nous ici à Montmagny. Oui. Et puis, la Matapédia dans le Bas-Saint-Laurent, ainsi que Témiscouata dans le secteur du lac Témiscouata nécessairement. Sinon, bien, il y en a partout. Je regarde la Haute-Gaspésie, le Granit, le Haut-Saint-François, Rocher-Percé. Oui, peut-être que Simon pourrait nous dire, là, Simon, du côté de la baie des Chaleurs, comment ça se présente, les luttes à la préfecture? Est-ce qu'il y a des votes ou est-ce que c'est élu entre les maires qui s'élisent entre eux? Du côté de la Belle-Chaleur, je te dirais que c'est pas mal tranquille là, depuis... si on revient à 1981, là, l'année de fondation de la MRC Bonaventure, on avait Jean-Guy Poirier qui avait été élu, puis il a toujours été là. Puis le dernier qui l'a remplacé, c'est lui qui est là présentement, c'est Éric Dubé. Je pense qu'il avait rentré en 2016, puis depuis, ça a toujours été Éric Dubé, puis c'est toujours été aussi justement les maires qui élisaient le préfet comme tel. Donc non, il n'y a pas vraiment de... Je ne croirais pas qu'après l'élection, qu'il y aurait un changement non plus. Là, ça me surprendrait. Parce qu'il faut le dire, là, à Montmagny, Jean Carbonneau, il y a quelqu'un qui se présente puis qui est appuyé par une équipe de maires. Pouvez-vous nous parler de ce personnage? Je sais que c'est une femme en plus qui se présente. C'est particulier, là. C'est la MRC de Kamouraska qui est située à l'est de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet également, qui est juste avant la MRC de Rivière-du-Loup. Et la MRC de Kamouraska, le préfet ou la préfète sera élu effectivement par les commettants, donc par les citoyens. Alors, en place actuellement, nous avons M. Sylvain Thibouteau, qui est là depuis... je m'avance un petit peu, mais c'est au moins un mandat, mais sinon 2 mandats. Et également, elle se présente cette année, il s'agit de Mme Nancy Dubé, qui était jusqu'à tout récemment, jusqu'à cet automne, ou cet été, qui était la directrice générale de la Chambre de commerce de Kamouraska, de Lillet-Kamouraska. Et semble-t-il que ce sont des maires qui sont allés la rencontrer pour qu'elle se présente. Alors, elle a eu de la pression pour se présenter. Elle a le soutien des maires dans sa candidature. Elle a le soutien de certains maires. Nécessairement. Je ne peux pas dire si tous les maires sont derrière elle, mais par contre, elle a le soutien de quelques maires, certainement, effectivement. Bon, alors, Jean Carbonneau, Simon Thériault, merci beaucoup pour cette tournée des actualités dans votre région. On le rappelle, hein, important d'aller voter dimanche, et puis dans les prochaines semaines, on pourra voir avec vous les résultats de cette élection. Alors, merci beaucoup, messieurs, et au plaisir. Au plaisir. C'est moi qui commence, Martin. À Amqui, comme partout au Québec, c'était la nuit des sans-abri. Et Carl Blanchette de la télévision de la Matapédia a profité de l'occasion pour discuter
avec les travailleurs de rue qui aident les itinérants dans la région de la Matapédia. La communauté d'Amqui s'est réunie pour la Nuit des sans-abri, un moment de solidarité et de réflexion sur la réalité de l'itinérance, même ici dans la vallée de la Matapédia. Nous avons rencontré les travailleurs de rue pour parler de la situation dans la région et de l'importance de sensibiliser la population. Je suis présentement à la Nuit des sans-abri, un événement qui se tient à Amqui présentement, mais un peu partout au Québec aussi. Je suis avec 3 travailleurs de rue de la vallée, donc je vais vous laisser vous présenter. Étienne Tardy. Nicolas Villeneuve. Marie-Belle Thibault. J'aimerais ça que vous m'expliquiez c'est quoi la Nuit des sans-abri, puis pourquoi c'est important de souligner cet événement-là ici dans la vallée de la Matapédia. En fait, la tenue de la Nuit des sans-abri dans la Matapédia, c'est pour un peu briser le mythe que l'itinérance n'est pas une réalité dans la région. C'est bel et bien une réalité. Puis l'événement prend place pour montrer un mouvement de solidarité envers cette problématique sociale-là qui est en expansion. Donc, c'est un beau mouvement de solidarité. On a beaucoup de gens qui se sont présentés ce soir, puis c'est beau à voir. Moi, je pense que c'est à peu près la double de gens qu'il y a eu l'année passée en ville. J'ai pas eu le décompte total, mais apparemment qu'il y aurait plus de gens qu'il n'avait l'année passée, puis l'événement va être en grandissant, c'est sûr, là, au fil des années. J'aimerais aussi savoir c'est quoi la différence entre l'itinérance dans une région comme ici puis en ville. Parce qu'ici, on dirait qu'on la voit moins un petit peu. On la voit clairement moins. C'est sûr que justement, Québec, Montréal, les grands centres, l'itinérance, on va la voir littéralement. Les gens vont dormir dans la rue, santé mentale, peu importe. Ici, ce qu'on va avoir, c'est l'itinérance cachée. C'est des gens qui vont dormir chez des amis, dormir sur les divans, qui vont réussir à avoir une chambre. Mais non, en effet, c'est une grosse différence. On en a ici dans Matapédia. C'est pas juste à Québec-Montréal. Puis l'évolution de la situation de l'itinérance dans la région au travers des années, là, ça a évolué comment? Bien, évidemment, il y en a toujours eu. Ceux qu'on voyait pas, évidemment, ceux qui se promènent d'un divan à l'autre, d'un appart à un autre, ou qui squattent plusieurs personnes dans le même appartement, 1, 2,5, des fois, ils peuvent être 3, 4. Fait que ça a toujours existé, en fait. Mais là, on en voit de plus en plus l'itinérance qui est visible. On a donné des tentes cet été, chose qu'on n'avait pas faite auparavant. Il y en a beaucoup plus, puis heureusement, bien, la population et je crois les organismes, et en fait tout le monde est beaucoup plus sensible à la cause et on a réussi à développer un petit hébergement d'urgence, mais tu sais, ça réglera pas toutes les situations. Les places, c'est sûr, ils se combattent assez rapidement. C'est difficile avec les ressources qu'on a ici. C'est quoi les facteurs qui peuvent mener à l'itinérance ici en région? Différents facteurs. Les différents facteurs. Santé mentale, la hausse des prix, la hausse des loyers, la consommation. Tout peut être une cause, mais souvent, ce qu'on va retrouver, c'est un gros amalgame de ces différentes causes-là qui vont créer justement une chute. Puis c'est ça, c'est ça, excusez. C'est un peu le même principe un peu partout, c'est juste qu'ici, peut-être qu'on la voit moins un petit peu parce qu'on a plus de connaissances de personnes qui, dans le fond, de familles proches ou des amis un peu pauvres, du surf-couch un peu. Oui, en effet. C'est quoi les ressources qu'il y a dans la région pour aider les personnes en milieu d'itinérance? Bien, en fait, les ressources, il n'y a aucun programme dédié juste à l'itinérance. Comme à Québec, il y en a des travailleurs de rue dédiés à l'itinérance, d'autres plus à la prostitution. Ils ont des volets particuliers. Tandis qu'ici, en région, bien, on touche un petit peu à tous ces volets-là. L'itinérance prend beaucoup de notre temps parce qu'on n'a plus de solutions. Fait que les ressources, c'est sûr qu'avec les collaborations entre les organisations, juste le fait d'avoir une belle sensibilité à la cause, puis une ouverture à des possibilités d'hébergement peut-être dans le futur, mais on est limité en ressources pour l'hébergement. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen pour faire la différence?
C'est sûr qu'en partant, prendre conscience de la problématique, c'est la première étape là, pour s'enligner vers des solutions en tant que citoyen. En être conscient, c'est de un. Ensuite de cela, c'est d'en parler à ses proches, aux gens qui nous entourent. Plus qu'on en parle, plus que ça va être dans la conscience des gens. Donc, il y a ça. Ensuite de cela, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'intervenir eux-mêmes dans ces situations-là, mais lorsqu'on sait pas quoi faire, ben il y a toujours des gens qu'on peut solliciter là, qui peuvent venir aider dans ces situations-là, c'est-à-dire par exemple les travailleurs de rue. On peut aussi passer par les services d'urgence, là, informer la police. C'est toutes des petites actions qui ont l'air anodines, mais que si tout le monde y met un peu du sien, on peut faire une différence. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir démystifié un peu l'itinérance qui pourrait avoir ici, qu'il y a ici, qui existe. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Cédric Tchouta, de l'organisme Haute-Gaspésie Me Voici, nous présente un reportage sur une cérémonie de citoyenneté canadienne qui s'est déroulée à Sainte-Anne-des-Monts et durant laquelle les nouveaux arrivants devaient prêter serment solennel au roi Charles III, roi du Canada. Aujourd'hui, on célèbre la cérémonie de la citoyenneté canadienne en Haute-Gaspésie. Les cérémonies de citoyenneté, généralement, se font en ligne et on n'en a pas beaucoup de cérémonies en personne comme ça. Donc, on avait en cœur d'organiser une cérémonie de la citoyenneté pour aller vraiment chercher le plus de personnes. Si je me permets de vous dire ceci, c'est que je suis passée moi-même par toutes les étapes de ce processus. Et je me rappelle de la fierté que j'ai ressentie le jour où je suis devenue citoyenne canadienne. Au Canada, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Je jure. Je jure. Que je serai fidèle. Que je serai fidèle. Et porterai sincère allégeance. Et porterai sincère allégeance. À Sa Majesté. À Sa Majesté. Le roi Charles III. Le roi Charles III. Que j'observerai fidèlement. Que j'observerai fidèlement. Les lois du Canada. Les lois du Canada. Y compris la Constitution. Y compris la Constitution. Qui reconnaît et confirme les droits ancestraux et issus de traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Chers nouveaux citoyens, chères nouvelles citoyennes, c'est avec une grande fierté que je vous adresse aujourd'hui ces quelques mots, à l'occasion d'un moment que vous n'oublierez sans doute jamais. Votre entrée officielle dans la citoyenneté canadienne. Ce moment, vous l'avez mérité. Il est le fruit de vos efforts, de votre persévérance, de votre engagement envers votre nouveau pays. Donc moi, c'est Claire Léger. Je suis originaire de l'Indre-et-Loire, en France. Et j'habite à Saint-Marcelin, à côté de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Et donc moi, c'est Steve Joncoux. Je suis originaire de France aussi, mais de l'Auvergne, dans le centre de la France. Et je vis aussi à Saint-Marcelin avec Claire. Eh ben, aujourd'hui, on est venu faire la dernière étape de notre immigration ici au Canada. On est venu faire la cérémonie de la citoyenneté canadienne. Alors dans mon cas, ça va faire bientôt 8 ans que je suis là au Québec, plutôt un petit peu plus. 9 ans. On est comme 8 et 9 ans pour tout le processus. Ça représente quoi pour vous, cette reconnaissance-là d'être citoyen canadien? C'est quand même quelque chose de vraiment important, parce que ça fait 8-9 ans qu'on vit là, fait qu'on se sentait déjà un peu canadien, parce on vit ici, on travaille ici, on est intégré depuis un petit bout, mais le fait c'est ça, de faire la cérémonie, c'est vraiment quelque chose de, symboliquement, c'est vraiment fort, puis maintenant on peut vraiment se dire canadien, franco-canadien, ça fait quand même une différence, c'est quand même assez important, je trouve. C'est émouvant, c'est quand même un peu émouvant. Je suis citoyen canadien depuis 1 an et quelques jours.
Fait que j'ai eu ma citoyenneté en août 2024. Donc pour moi, c'était aussi un moment pour revivre cet événement-là. Je travaille fièrement pour Haute-Gaspésie, me voici depuis plus d'1 an aussi. Je suis Haute-Gaspésie, me voici, je suis agent d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes. Donc j'accueille la plupart des personnes qui arrivent d'un peu partout dans le monde et qui veulent s'installer en région. Ben écoutez, au-delà de la partisanerie politique, des histoires de drapeaux, etc., de recevoir la juge Sphère dans notre ville, sur notre territoire, pour faire une cérémonie de citoyenneté, de remise de citoyenneté canadienne. On voit qu'il y a une dizaine de candidats qui ont fait la route. J'ai vu des gens de Québec, Kamouraska, Rimouski qui ont fait la route. Combien c'est important au niveau du sentiment d'appartenance de recevoir cette citoyenneté canadienne-là. Donc, c'est un honneur de recevoir ce genre de cérémonie-là sur le territoire de la ville de Saint-Anne-des-Monts. C'est le service qu'offre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. On se déplace à l'occasion dans les régions, loin des bureaux centraux, pour servir les régions, pour les citoyens, pour les faire sentir qu'ils sont les bienvenus, pour les accueillir au sein de la société canadienne. On se déplace pour eux. On le faisait plus souvent avant la COVID, mais avec les nouvelles technologies, la possibilité de faire des cérémonies en ligne, on a diminué les voyages à travers les régions, mais on le fait toujours et nous voici aujourd'hui en Haute-Gaspésie pour le faire. Puis aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont reçu la citoyenneté canadienne? 10 candidats à la citoyenneté qui sont devenus des citoyens canadiens aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'un organisme communautaire fête son 45e anniversaire, et c'est le cas à la Maison des jeunes de Montjoly. L'équipe de la télévision de la Métisse est allée y faire un tour. Eh bien, Mélissa Villeneuve, donc du côté de la Maison des jeunes de Montjoly, on le voit sur l'affiche derrière nous, là, donc c'est le 45e anniversaire, c'était aujourd'hui, ça s'est bien passé. Oui, on a été agréablement surpris de toutes les personnes qui sont venues nous visiter. On a eu des gens de la communauté, on a eu des gens un petit peu plus du monde politique, on a eu des jeunes, mais aussi des anciens jeunes qui ont fréquenté autrefois la Maison des jeunes et qui nous ont livré des superbes témoignages. Et aussi, qui se sont laissés aller, donc vous allez maintenant avoir un souvenir sur le mur extérieur. Oui, dans le fond, on a réalisé une fresque qu'on appelle la fresque des anciens. Ce que ça veut dire, la fresque des anciens, c'est qu'on a invité les jeunes qui ont passé à la Maison des jeunes à laisser leurs traces. Et par la suite, on va pouvoir l'afficher juste ici derrière nous. Et chaque jeune qui va quitter la Maison des jeunes, ça va faire partie du rituel de départ. Donc, on va lui demander de laisser sa trace lui aussi, mais juste en quittant. Donc, ça crée un suspense parce qu'on peut pas juste mettre notre trace. C'est vraiment quand on a fini notre parcours à la Maison des jeunes qu'on peut le faire. Et de ton côté, sur les 45 ans, il y en a quand même une bonne... près de 20-25 ans. Donc, je pense que ça fait 20 ans que tu es impliqué dans la Maison des jeunes, en quelque sorte. En tout cas, que tu la fréquentes. Oui, dans le fond, il y a un certain temps, début des années 2000, moi, quand je suis arrivée ici à Montjoly, j'arrivais de la Montérégie à 13 ans. C'est pas un moment facile d'arriver à cet âge-là. On perd tous nos amis, on perd tous nos repères. Je connaissais presque personne ici, littéralement. Puis c'est une de mes tantes qui m'avait parlé de la Maison des jeunes. J'étais venue la fréquenter, et ça, on parle de 2006. Je l'ai fréquentée à peu près 1 an, peut-être un peu avant 2006, parce que j'ai suivi la Maison des jeunes jusqu'à ce qu'elle soit démolie. Donc, moi, j'ai fréquenté vraiment l'ancienne Maison des jeunes, qui était où le stationnement maintenant de la Banque nationale. Quand ça a été démoli, le temps que ça soit relocalisé, ben moi, j'étais rendue presque à 16 ans. Donc, j'avais réussi à faire mes cercles d'amis en venant fréquenter la Maison des jeunes. Puis, je m'étais fait un chum aussi. Je travaillais. Donc, la Maison des jeunes est venue apporter pour moi, à ce moment-là, un soutien ponctuel qui m'a aidé à me propulser plus loin, plus tard dans la vie. Et par la suite, je suis revenue il y a 4 ans. Je me suis impliquée dans un premier temps au conseil d'administration. J'ai aussi soutenu un petit peu la comptabilité. Et quand on a appris le départ de Marie-Ève, qui a été 16 ans à la direction de la Maison des jeunes, j'ai déposé ma candidature. Puis, j'ai obtenu le poste. Donc, je suis vraiment à la direction de la Maison des jeunes depuis 2022. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on avait un beau logo juste à côté de toi, mais on l'a jamais expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que j'avais juste dit « Ah oui, on va vous parler de notre nouvelle identité visuelle », mais j'en avais pas plus parlé. Exact. Donc, sans plus, je vais peut-être me mettre un côté pour que les gens voient mieux. Ici, on a le symbole de la maison. Le symbole de la maison, c'est un symbole de lieu de rassemblement, un lieu sécurisant, ce qu'on va surnommer le safe space. C'est un endroit où, dans un premier temps, on doit arriver, on doit se sentir bien. Donc, la maison, pour nous, était très importante de se retrouver dans le symbole du logo de la Maison des jeunes.
On a aussi les racines. On le voit moins bien là, avec le Bordeaux 45e. On a vraiment une maison qui est enracinée. Pourquoi? Parce que la Maison des jeunes se doit d'être enracinée dans sa communauté. Puis là, on ne parle pas seulement de la collaboration avec des partenaires et tout ça au niveau du rayonnement ou de la visibilité, mais c'est vraiment aussi de prendre en compte les réalités jeunesse qui sont spécifiques à son milieu de vie. D'une maison des jeunes à l'autre, si vous promenez sur le territoire, les réalités ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc, c'est important vraiment de s'adapter. Donc, enraciner dans sa communauté. Et là, on a le système de valeurs, donc de l'acronyme RESPECT. Le respect, l'équité, solidarité, partage, entraide, confiance et tolérance. Donc, pourquoi qu'on a un système de valeurs? À chaque intervention qu'on a, c'est ce système de valeurs-là qui guide. Donc, que ce soit même au sein de l'équipe de travail, mais dans notre travail avec les jeunes, lorsqu'une action va toucher une de ces valeurs-là, c'est important d'intervenir pour demander un réajustement. De dire, présentement, ton action vient toucher la tolérance, vient toucher le respect, on te demande de faire différemment. Le jeune a le choix à ce moment-là de changer, quand on lui demande de changer, ou si jamais le comportement poursuit puis qu'il vient perturber le reste du groupe, on va lui demander de quitter. Tout simplement. Et c'est votre 45e anniversaire, donc comment on se voit dans le futur? Moi, je vois que la Maison des jeunes va rester jusqu'à ce que le monde existe. Je le souhaite, en tout cas. Un renouvellement. Oui. Puis c'est sûr et certain qu'en 45 ans, elle n'aura pas toujours offert les mêmes services. Par contre, une Maison des jeunes, à la base, est un lieu de rassemblement animé par ces jeunes et ces adultes qui, ensemble, vont développer des liens et vont permettre aux jeunes de s'épanouir. Puis notre mandat, c'est aussi de former des jeunes qui vont devenir critiques, actifs et responsables. Et dans des entrevues que les gens vont voir après celle-ci, donc il y a même un jeune ancien, même qui a fait un bout dans une autre maison des jeunes, qui étudie présentement et qui aimerait devenir intervenant. C'est sûrement plus que rassurant. Oui, puis même c'est un jeune qui, autrefois, quand il fréquentait, m'avait nommé qu'il voulait poursuivre cette voie-là. Et aujourd'hui, bien, il est bien avancé dans son diplôme d'études collégiales et il m'a réitéré son souhait de vouloir travailler à la Maison des jeunes. Puis c'est sûr que ce jeune-là, c'est une personne qui est très attachée à la Maison des jeunes de son secteur, qui est la Maison des jeunes Gaëlle-Toineine. Donc, ça prouve que les maisons des jeunes, c'est essentiel. C'est très essentiel, les maisons des jeunes. L'adolescence, c'est pas un cheminement qui est particulièrement facile. Des fois, il va y avoir des moments que ça se passe mieux, des moments que ça se passe moins bien. Puis c'est important d'avoir un soutien parce qu'on est rendu au moment où on devient notre propre personne. Donc, on doit se découvrir. Et on est mieux de le faire à ce moment-là que de le faire sur le tard aussi. Puis accompagné par des personnes bienveillantes. Et aussi, bon, est-ce que nos jeunes ont des projets à court terme là, à ce moment-là? Oui, les jeunes, c'est sûr et certain, un projet qui revient généralement chaque année sur la table, c'est les fameux comités voyage. Donc, les jeunes aiment ça, voyager ensemble, entre eux. La cohorte vraiment Maison des jeunes avec les intervenants. C'est sûr et certain que, dépendamment aussi de l'autofinancement qu'ils sont capables d'aller chercher, les voyages, généralement, se déroulent au Québec. Cependant, cette année, on observe chez nos jeunes du comité jeune à Montjoly qu'ils aimeraient sortir du pays. On ne sait pas encore où exactement, mais ça implique d'autres démarches. Ils en sont conscients, puis ils sont conscients aussi qu'ils vont devoir s'investir sur une plus longue période. Fait que reste à voir si ça va bien se concrétiser, mais nous, on va être là pour les propulser là-dedans. Donc, si les gens entendent parler de campagne de financement avec des jeunes de la Maison des jeunes, c'est normal. Oui, c'est normal. Puis, tu sais, outre les voyages aussi, bien, c'est sûr et certain qu'on fait des campagnes de financement pour nous permettre d'assurer nos services à l'année. Dans une situation où le financement n'est pas suffisant, bien, c'est sûr et certain qu'on doit prioriser parfois, puis ça peut occasionner des fermetures. Ce qu'on veut éviter. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Marc. La ville de La Visitation de l'île du Pas a construit cet été un four à pain selon la méthode traditionnelle et invité ses citoyens à des cours de formation en cuisine pour utiliser adéquatement ce four communautaire, nous rapporte Mathieu Dubé de CTRB. Bonjour, ici Mathis Dubé, devant la mairie de l'île du Pas ainsi que son four à pain. Cet été, la municipalité de l'île du Pas a fait l'acquisition d'un four à pain ancestral, construit de la même façon que les colons le faisaient, avec de la glaise, la paille et du bois. Après avoir fait une formation pour en faire une utilisation correcte, les citoyens peuvent faire cuire des ragoûts, du pain, de la pizza ou des biscuits dedans. L'un des traits principaux de ce four est de renforcer l'esprit de communauté à l'île du Pas. Aujourd'hui, les citoyens sont invités à une activité de formation pour faire du pain ainsi que de la pizza. Voyons ça. Alors, la recette qu'on va faire ensemble, c'est une recette assez facile.
En fait, assez facile. C'est pas vrai, c'est une recette de pain. Là, je veux dire, il y a pas plus- c'est facile de faire du pain. C'est ça que je vais vous dire aussi. Le message qu'on va se passer ici ce matin, cet après-midi, pas ce matin, c'est que faire du pain, le pain, c'est pas une science. Le pain, c'est la vie. C'est votre pain à vous. Chaque pain sera différent. Vous allez faire votre pain comme bon vous semble. Alors, je vous recommanderais de mettre de côté toute la matière scientifique entourant le pain qu'on nous transmet. Ayez du fun à faire votre propre pain. Sentez la texture de la pâte que vous voulez avoir et la texture du pain que vous voulez avoir. Vous allez déterminer vous-même. Pas besoin de... Là, aujourd'hui, on va donner des quantités, on va rien peser. On va pas rien aller... le volume d'eau puis tout le kit, on va y aller selon la base. On va atteindre la texture de pâte qu'on veut. Puis ça va faire un maudit beau pain. Bon, voilà. La recette qu'on fait ensemble, et peu importe les recettes de pâte à pain que vous allez faire, une tasse d'eau pour un pain, une cuillère à thé de sel. Utilisez la même recette, en fait, si vous faites de la pâte à pizza. Merci. Seulement votre sucre. Vous allez aimer le remplacer par du miel. Et en plus, on a acheté des légumes au jardin de Dupas et ils ont fait la sauce tomate. Oui, ils l'ont emmené ce matin. Dans une pâte à pizza, peu importe la pâte à pizza, la pâte à pain, mais particulièrement la pâte à pizza, elle aime reposer. Fait que là, je vais faire la recette avec vous, mais après ça, je vais tout de suite façonner mes pâtons pour qu'ils reposent le plus longtemps possible avant que je puisse les étirer. À Chandler, le club de course Les Pas d'allure a dépassé ses objectifs de recrutement, alors que pas moins de 111 coureurs ont parcouru 340 fois une boucle de 6 km à l'occasion de leur campagne de financement. Un reportage de Jean-Denis Laperrière, de la télévision du Rocher-Percé. Le club de course Les Pas d'allure a tenu sa levée de fonds annuelle le samedi 11 octobre dernier à Chandler. En plus de bénéficier d'une météo clémente, l'événement a dépassé ses objectifs. J'ai rencontré 3 étudiantes participantes pour recueillir leur expérience, mais tout d'abord, voici Pierre-Marc Paquin-Proulx, responsable et entraîneur du club. Vous avez fait une levée de fonds samedi dernier sous la forme d'une course. Comment ça s'est passé? C'était une magnifique journée. La population a répondu à l'appel. Justement, là, on en parlait, c'est quand même extraordinaire. Là, on est allé chercher 111 participants. Donc, notre objectif était de plus de 100 personnes. Donc, on peut dire mission accomplie de ce côté-là, le nombre de personnes qui sont venues nous voir. Et aussi, bien, le nombre de tours qui ont été complétés. Donc, on parle de 340 tours qui ont été complétés. Donc, si on y va avec 111 personnes, donc, en moyenne, les gens ont fait plus de 3 tours. Donc, on parle de 17-18 km là, que les gens ont réussi à faire pendant notre journée. Donc, en moyenne, là, c'est un bel exploit pour beaucoup de gens. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire toute la journée?
Oui, on a 6 personnes qui ont fait les 11 tours. Donc, on a 3 adultes et 3 jeunes aussi. Donc, c'est un bel accomplissement pour eux. Puis, il faisait tellement beau à la fin qu'on a décidé de faire un tour supplémentaire. On a fait un tour extra, là, le 12e tour, avec le coucher de soleil sur la baie de Port-Beau, sur la digue. C'était vraiment magnifique. Vous avez amassé combien au total? Donc, on parle d'environ 3 000 $ pour cette journée-là. L'inscription des participants, puis on a eu beaucoup de dons aussi. On a même des entrepreneurs là, qui sont venus, qui sont passés, qui ont vu l'activité, puis qui trouvaient ça vraiment génial de faire bouger la population en moyen de financement. Donc, des entrepreneurs qui sont venus aussi faire des dons, plus justement les dons de la population, les inscriptions. Donc, c'est une belle journée. Puis, ça va nous permettre de faire des belles activités. Donc, l'an prochain, donc, cette année, vous avez mis la barre à 100 personnes, vous en avez eu 111. On va tenter l'exploit l'an prochain. C'est sûr qu'on va viser d'avoir au moins le même nombre de participants l'an prochain. Puis il y a déjà des gens là, qui nous ont dit c'est sûr qu'on revient. Puis l'année prochaine, on va se fixer un tour de plus comme objectif. Donc, c'est exemple, cette année, il y en a qui ont fait justement 3 tours. L'année prochaine, j'aimerais ça faire un 4e tour pour faire la distance demi-marathon. Donc, il y en a déjà qui parlent de l'année prochaine, de revenir. Évidemment, ils vont inviter peut-être des amis, des collègues, des membres de leur famille. Donc, on va être de retour dans les mêmes dates l'année prochaine. On est toujours le samedi de la fin de semaine de l'Action de grâce. On va être là en 2026. Parmi les départs, c'est combien que vous avez eu de coureurs sur la même ligne de départ, dans le fond, que vous avez été le plus? Oui, souvent, là, les départs qui sont les plus populaires, on va dire, c'est le départ de 10h et 11h, donc en fin d'avant-midi. Donc, on a eu le départ de 11h, 59 personnes qui étaient sur le départ. C'était assez impressionnant de voir ça là, devant le Mich Café. Une grande file comme ça qui partent pour faire une boucle. Et puis, ça donne toujours un petit peu de nouvelle énergie. Là. Les premiers coureurs du matin, ils ont déjà 3-4 tours de fait. Puis là, il y a plein d'autres personnes qui s'ajoutent à eux. Donc, ça rajoute une autre énergie là, pour continuer pour l'après-midi. MIF Grenier, Marie-Lou Jonca et Juliette Hardy nous partagent leur expérience sur cette course. Moi, je n'ai fait 5. Moi, je n'ai fait 4. Puis moi, 4 aussi. Fait que ça équivaut un peu à un demi-marathon. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je me sens fière, là. C'est sûr, c'est vraiment le fun, là. Moi, j'aime ça courir, là. Ouais, moi aussi, fière, mais brûlée aussi. Ouais, c'est sûr qu'on a les gens un peu, genre, finis à la fin, mais c'est vraiment comme un accomplissement qu'on fait. Fait qu'on est vraiment fiers de nous à la fin, là. Ouais. On se laisse sur des photos prises lors de la journée par Pierre-Marc Paquin-Proulx. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.